Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'On s'autorise à penser. On a appris ces jours-ci que l'ESJ Paris, l'École supérieure de journalisme de Paris, est en train d'être rachetée par un groupe de milliardaires qui font ainsi progresser leur mainmise sur les médias, parmi eux Vincent Bolloré et d'autres figures d'extrême droite qui développent un projet civilisationnel, comme dit Bolloré lui-même. Alors c'est un comble, notamment parce que cette école de journalisme, qui se vante d'être la plus vieille du monde, qui a été fondée en 1899, l'a été par une femme qui s'appelait Dick May, qui était une écrivaine, une intellectuelle, qui avait réuni autour d'elle beaucoup d'intellectuels dreyfusards. Je reçois aujourd'hui Sarah Almatari. Bonjour. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous. Historienne du 19e siècle, historienne de la littérature, et il se trouve, Sarah, que tu as très récemment publié un livre sur Dick May et sur une autre femme qui, comme elle s'appelait dans le civil Jeanne Veil, mais l'une s'appelait Jeanne Veil avec un seul L et l'autre s'appelait Jeanne Veil avec un deuxième L. Je ne veux pas me tromper. Dick May, c'était laquelle ? Dick May, c'était Jeanne Veil avec deux L, celle qui est née en 1859 et qui est née en 1925, et qui est donc la fondatrice de cette école de journalisme dont se réclame aujourd'hui le l'ESJ Paris. Alors il faut rétablir quelques vérités qui n'enlèvent rien au scandale de la reprise de cette école. L'école de journalisme créée par Dick May est en réalité une section de deux écoles qui se succèdent. La première s'appelle le Collège libre des sciences sociales et est créée en 1895 dans le quartier latin. Et puis cette première création est remplacée, pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas revenir ici, par une deuxième école plus ambitieuse, plus vaste, qui s'installe rue de la Sorbonne, au numéro 16, et qui s'appelle l'École des hautes études sociales. Et l'École des hautes études sociales récupère donc cette section qui s'appelle l'École de journalisme. C'est pas la première au monde. Il existait en fait des cours de journalisme dans d'autres écoles à l'étranger, mais aussi en France, à l'étranger en Allemagne, beaucoup dans les universités américaines, et en France, d'abord à l'Université catholique de Lille, et ensuite à l'actuelle Sciences Po, qui s'appelait à l'époque l'école libre des sciences politiques. Mais la grande nouveauté, c'est que Dick May consacre vraiment une structure qui d'abord est à petite échelle et puis qui va se développer aux cours de journalisme, qui sont à la fois des cours de journalisme théorique et pratique, des cours de journalisme écrit et des cours de journalisme oral, ce qui est très important parce qu'en tant que républicaine, elle accorde un grand prix à la question de l'éloquence. Alors il faut peut-être dire un mot en fait de cette femme, de son passé. Elle est elle-même journaliste. Elle a pratiqué ce qu'on appelait la presse des familles. C'était des revues souvent mensuelles ou bimensuelles qui étaient destinées aux femmes et aux enfants avec des sujets qui pouvaient paraître un peu mondains ou légers. Mais elle a aussi accédé aux suppléments des principaux périodiques du temps, comme Le Figaro, par exemple. La grande presse. La grande presse, qu'on appelait la grande presse. Et puis, c'est pour ça qu'elle a choisi ce pseudonyme masculin de Dick May à une époque où il était très compliqué pour une femme de pénétrer cette grande presse et où un certain nombre de rubriques lui étaient encore réservées. Une femme ne pouvait pas traiter de politique, par exemple. Une femme avait difficilement accès à la une et aux rubriques financières. Donc Dick May, en fait, lutte contre ça. Elle connaît très très bien le milieu de la presse et elle va faire de la presse aussi un outil promotionnel pour ses propres entreprises, que ce soit les associations qu'elle fonde, les textes qu'elle écrit ou les écoles qu'elle anime. Donc elle a une vision très claire des choses. Elle est passée par les universités populaires au moment de l'affaire Dreyfus, en particulier par une université populaire qui est une des premières, qui s'appelle la Coopération des idées. Et là, elle a fréquenté un certain nombre d'intellectuels, qui sont des intellectuels qui vont s'engager dans l'affaire Dreyfus, comme elle le fera elle aussi. Elle a un parcours un peu particulier. Vous avez dit qu'elle était juive. C'est une bourgeoise juive assimilée, fille de rabbin, fille d'un grand rabbin du consistoire d'Algérie, ce qui n'est tout de même pas rien à l'époque.
pas très fortunée, mais qui appartient quand même à une certaine classe de la population, la bourgeoisie lettrée. Elle parle des langues, elle voyage, et elle a fréquenté les milieux leplésiens. Qu'est-ce que les milieux leplésiens ? Ce sont des milieux réformistes ou réformateurs qui se sont structurés autour de la pensée d'un ingénieur catholique qui s'appelle Frédéric Leplé. Cet ingénieur avait pour particularité de promouvoir les enquêtes de terrain. Donc on approche un petit peu du journalisme. On comprend mieux aussi pourquoi Dickmé est allé vers cette école de journalisme, vers la création de cette école. Et il est connu pour avoir été d'idées plutôt conservatrices, mais toujours préoccupé, et c'était une des caractéristiques du paternalisme à l'époque, par l'économie sociale. Et Dickmé, au départ, a un projet qui n'est pas un projet socialiste, qui est plutôt un projet réformateur, mais elle croit dur comme fer à la nécessité de créer des écoles pour promouvoir les idées démocratiques. Et ça, c'est très important. Ça explique que son école de journalisme soit très attachée à la neutralité. On a beaucoup dit que c'était l'affaire Dreyfus qui l'avait amené à créer cette école de journalisme. En réalité, c'est bien plutôt le scandale de Panama. Un scandale financier dans lequel avaient été mêlés des journalistes qui avaient touché de l'argent et qu'on avait appelé les chécards. C'est ça qui l'a fait réagir. Qui a contribué à l'antisémitisme d'ailleurs, ce scandale, puisque ça s'enchaîne, les deux scandales. Étaient mis en cause. Exactement. En fait, il y a eu une imbrication des choses, et dans une lettre en fait qui, de mémoire, date de 1893. Donc on est un petit peu après le scandale et qu'il éclabousse encore pas mal de gens. Dickmé dit qu'elle n'en peut plus des fausses nouvelles. Donc il y avait déjà à l'époque, à la fin du 19e siècle, ces fake news qui circulaient, et elle a envie de lutter contre ça. Non pas en créant une école où n'interviendraient que des Dreyfusards, mais en créant une école où interviendraient des personnalités qu'on dirait aujourd'hui, c'est un peu anachronique, sur l'arc républicain. Donc il y a à la fois des laïcs et des religieux, notamment des pasteurs qui sont des pasteurs progressistes, des curés, des abbés qui interviennent. On va beaucoup reprocher ça à Dickmé, qui est pourtant une fervente militante de la laïcité, mais en tant que juive, elle a une conception de la laïcité qui n'est pas la conception, je dirais, radicalisée qu'ont certains parfois aujourd'hui, mais qui est une conception de la laïcité comme défense des libertés religieuses, et en tant que juive, elle est très investie là-dedans. Mais elle croit à la force de la vérité, manifestement. Elle croit que le savoir n'a pas besoin d'être engagé parce qu'en lui-même, finalement, en étant diffusé, il aura des effets bénéfiques pour la démocratie, si je comprends bien. La vérité, c'est la grande valeur dreyfusarde, et bien sûr qu'elle y adhère pleinement. D'ailleurs, le mot revient de manière récurrente sous sa plume, et en particulier dans sa correspondance. Elle croit en fait au pluralisme. Là encore, j'utilise en fait une notion qui peut paraître un peu anachronique, mais on lui reproche d'être une éclectique, ce qu'elle prend très mal. Elle n'aime pas le mot, d'abord parce que ce mot, en fait, il a un sens précis dans la philosophie française. Il renvoie à Victor Cousin et donc à la monarchie. Oui, qui était assez réactionnaire, au fond. Exactement. Donc, ça la gêne, en fait, qu'on la renvoie à ça, puisque elle se considère vraiment comme une réformiste, et puis elle avance de plus en plus vers un socialiste qui n'est pas le socialiste révolutionnaire, mais il faut quand même dire que c'est la cousine germaine de Karl Marx. Sa mère est cousine germaine de Karl Marx. Donc, elle rompt un petit peu avec cet héritage-là, mais alors qu'au départ, elle est, on va dire, sur ses gardes, parce qu'il y a eu les attentats anarchistes des années 1890. Voilà, c'est plutôt une réformiste leplésienne. Plus ça va, en fait, plus elle évolue vers la gauche. Et elle est très attachée à ce que des représentants de différentes disciplines, alors le mot, en fait, les disciplines sont en cours de formation à l'époque, mais des différents domaines, si vous voulez, disciplinaires, que sont l'économie, en particulier l'économie sociale, la philosophie, en particulier la philosophie morale, ce qu'on appellerait aujourd'hui les sciences humaines, et puis les arts, la littérature, la musique, les arts visuels, soient représentés dans son école par des personnalités, plutôt des hommes d'ailleurs que des femmes. Il n'y a pas de femmes, pour ainsi dire, à part des artistes. Il y a peu d'universitaires, en tout cas, dans les universités, il y a peu de femmes encore. Oui. Très peu. Alors, dans les universités, il y en a très peu, mais elle n'invite pas que des universitaires. Elle peut inviter aussi... Alors, il y a beaucoup d'hommes politiques, des parlementaires qui interviennent, des journalistes, évidemment, à l'école de journalisme. Mais il faut dire qu'à l'école de journalisme, il n'y a pas que des journalistes. Il y a aussi des grands historiens républicains comme Charles Seignobos, qui donnent des cours d'histoire du journalisme ou des cours d'histoire des partis politiques, par exemple. Et puis, il y a toutes sortes de notables.
ça peut être des médecins érudits, etc. Finalement, ce sont souvent plus les opinions politiques qui importent que le corps de discipline et de métier. Il faut dire aussi qu'à la fin du 19e siècle, on est à une époque où on peut être médecin et journaliste, on peut être avocat et homme politique, etc. Donc il y a une grande porosité. Ce projet d'école de journalisme, finalement, c'est une annexe en quelque sorte, enfin un dérivé du projet central de cycle de conférences, d'écoles, de collèges puis d'écoles de sciences sociales. Elle se retrouve avec cette école au centre de la vie intellectuelle de son temps. C'est une sorte de coordinatrice de l'ombre, en quelque sorte. En particulier, dans le livre, on voit la figure de Durkheim, qui, au départ, la considère pas comme très sérieuse, c'est ça. Je crois qu'il est assez désobligeant avec elle, mais il se rend compte, au bout d'un moment, qu'elle peut l'aider, ne serait-ce que socialement, éventuellement à devenir professeur à Paris, parce qu'il est à Bordeaux au départ. Durkheim, donc le père de la sociologie. Oui, Durkheim la taxe de farceuse d'abord. Il ne la prend pas au sérieux. Peu de gens, en réalité, la prennent au sérieux et on lui reproche surtout d'être une femme, en réalité. Elle est, comme je le disais tout à l'heure, accusée d'éclectisme ou de mondanité, ce qui est un reproche, évidemment, absolument gratuit. Car en réalité, les écoles qu'elle fonde ne sont pas des écoles mondaines, ce sont des écoles généralistes qui propose une offre qui est finalement à l'avant-garde, très à la pointe, qui est une offre qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, couvre un très grand nombre de disciplines, jusqu'à l'hygiène, la biologie, etc., dans une perspective qui est une perspective à la fois historienne et sociale. Dickmey est en effet passionné de sciences sociales. J'ai rappelé ses liens, en fait, avec la doctrine de Frédéric Leplay, mais de manière plus générale, elle est une disciple éloignée d'Auguste Comte, un des pères fondateurs de la sociologie, considéré comme tel, et de Renan. Donc son approche est très scientifique, très positiviste même, quoique Durkheim considère que finalement elle n'est pas assez scientifique par rapport à la sociologie que lui promeut, qui est une sociologie universitaire et qui est une sociologie surtout disciplinaire. Cela étant, même si Dickmey propose, alors elle n'enseigne pas elle-même, mais si elle propose des enseignements en fait qui sont tous axés en fait sciences sociales dans ces écoles, elle a une forte conscience de l'importance de la méthode. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas dite et sur laquelle en fait je voulais insister. Elle est proche de Tarde aussi, de Gabriel Tarde, qui est une figure un peu oubliée aujourd'hui. Alors Tarde est un peu revenu ces dernières années, notamment grâce à Bruno Latour, mais c'est vrai qu'on l'a oublié pendant longtemps, justement parce qu'il était considéré comme un sociologue moins scientifique, plus littéraire. Il a travaillé sur les foules, il a travaillé sur l'opinion, etc. Donc c'est pas un universitaire de formation, contrairement à Durkheim. Et elle choisit Tarde parce que Tarde aussi est bien en vue à l'époque. Elle est très proche de lui et c'est quelqu'un qui attire les foules. Or, dans son école, en fait, elle veut attirer un maximum de gens. C'est même elle qui le fait rentrer au Collège de France, qui contribue à le faire rentrer au Collège de France, tout comme elle a contribué à faire rentrer Durkheim à la Sorbonne alors qu'il était professeur à Bordeaux, par l'entremise de son compagnon, son amant, comme on dirait aujourd'hui, qui est le doyen de la Sorbonne et qui s'appelle Alfred Croiset. Et oui, mais ils ne se sont jamais mariés avec Croiset. Ils sont restés amants. Alors on se demande pourquoi ils ne se sont pas mariés. C'est parce qu'elle était juive, lui était veuf, mais catholique. Ils avaient 15 ans de différence. Leur relation était connue de tous et à Paris, en tout cas à l'époque, et pourtant elle est restée secrète. Les descendants de Croiset que j'avais contactés n'avaient pas connaissance de l'existence de Dickmey. Pourtant, pendant 30 ans, ils ont monté ensemble toute une série d'entreprises intellectuelles et politiques. Ils voyageaient ensemble, ils ne vivaient pas ensemble, mais ils se voyaient tout le temps, étant donné que l'école de Dickmey se trouvait rue de la Sorbonne et que Croiset était doyen de l'autre côté de la rue. Mais leur relation était connue. Je veux dire, à Paris, on le savait. Dans les cette intellectuels le savaient. Et l'extrême droite, en fait, qui attaque très, très, très durement Dickmey, un peu moins durement Croiset, quoiqu'il est aussi attaqué parce qu'il est doyen de la Sorbonne à un moment où il y a une série d'affaires, et notamment l'affaire Talamas, que vous connaissez bien, Julien, une affaire autour de Jeanne d'Arc, un chahut retentissant. Un professeur qui avait osé dire à sa classe que Jeanne d'Arc a cru entendre des voix, c'est ça ? Oui, alors à l'époque, on pouvait être fessé, on pouvait être lapidé pour ce genre de choses. Il y avait notamment les Camelots du Roi, en fait, qui était un groupe de jeunesse, un groupe d'action de l'Action française qui intervenait.
Et donc, Dick May était vraiment l'ennemi de l'Action française qui l'a chargé énormément. Et ils ont parlé de ces écoles comme des écoles de Dick croisés avec ou sans trait d'union. Donc, il fait une sorte de mot valise, en fait, pour laisser entendre que le doyen croisé, alors que l'extrême droite attaquait aussi, mais un petit peu moins, parce que vous comprenez, il était professeur d'éloquence grecque, et l'extrême droite a toujours eu un petit faible pour la Grèce, si j'ose dire, et les vieilles humanités. Et donc, en gros, l'extrême droite laissait entendre qu'il était sous l'influence de cette femme qui avait créé une Sorbonne sémitisée. C'est ainsi qu'il désignait l'école des hautes études sociales. C'est l'ennemi de l'intérieur, le juif à l'époque. Ouais. Je voudrais qu'on termine quand même en revenant un petit peu sur ce livre qui s'appelle « Deux célèbres inconnus, le mystère Jeanne Veil », avec le deuxième L, donc entre parenthèses. C'est un livre de recherche avec une démarche cependant qui est très originale, qui n'est pas classique, qui consiste à mettre en parallèle deux biographies. Je le disais, les biographies de deux homonymes. L'autre, Jeanne Veil, c'est la mère de Marcel Proust, presque contemporaine pour l'essentiel, de Jeanne Veil, Dick May. Pourquoi ce choix ? Ce livre, c'est une enquête, vous l'avez dit, et j'espère avoir ménagé quelques rebondissements. C'est une enquête qui part d'une homonymie, deux femmes qui s'appellent de la même manière, pareil, Jeanne Veil, l'une avec un L, l'autre avec deux L. J'ai fait ce choix parce que j'ai eu un petit accident de parcours, comme beaucoup de chercheurs en ont. J'avais commencé à écrire une biographie intellectuelle de Dick May, et puis une biographie intellectuelle de Dick May apparue sous la plume de Mélanie Fabre, et j'ai choisi de changer mon fusil d'épaule. Je connaissais en fait l'homonymie entre ces deux femmes, et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un livre sur les femmes juives assimilées du 19e siècle, en partant en fait de l'homonymie entre ces deux femmes et en travaillant sur ce qui les rapprochait et ce qui les distinguait, avec une question: pourquoi est-ce que la mère de Proust, qui avait tout pour devenir l'intellectuel qu'est devenu Dick May, ne l'est pas devenue? Alors certes, elles ont 10 ans de différence, aucune d'entre elles en fait n'a pu faire des études secondaires, et à plus forte raison des études supérieures, mais pourquoi l'une est devenue une femme qui écrivait, etc., et pas l'autre? Elles appartenaient toutes les deux à peu près au même milieu, mais la mère de Proust était beaucoup plus riche. La mère de Proust aujourd'hui est plus connue que Dick May. Pourquoi? Parce qu'elle a une œuvre, c'est son fils, un écrivain génial, considéré comme un des meilleurs du XXe siècle et peut-être de tous les temps. Dick May, elle, n'a pas eu d'enfant. Sa mémoire ne s'est pas perpétuée, donc j'ai beaucoup réfléchi à ces questions de famille, à ces questions d'héritage, à ces questions de perpétuation, à partir d'une question: qu'est-ce qui fait œuvre et qu'est-ce qui fait la mémoire? Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient en fait de ce qu'ont fait les femmes, en tout cas les femmes de cette époque-là? Et voilà, j'espère avoir répondu à un certain nombre de ces interrogations, en me mettant moi aussi en scène et en me demandant aussi ce qui aujourd'hui pouvait faire œuvre pour nous les femmes. J'ai réalisé en lisant le livre, alors c'était connu je crois, mais moi je ne le savais pas, que les traductions de Ruskin, si je ne me trompe pas, par Proust, qui sont assez célèbres, ont en réalité été faites par sa mère parce que lui ne parlait pas anglais. Oui, c'est maman qui a traduit et il a complètement invisibilisé, même si ensuite il a écrit un livre de critique littéraire qui s'appelle Contre Sainte-Beuve et qui est une sorte de longue conversation avec sa maman, et que la recherche en fait met en scène un personnage de mère qui est en partie un hommage à sa propre mère. Mais oui, Proust, c'était une pratique courante à l'époque. Beaucoup de traducteurs ne parlaient pas la langue qu'ils traduisaient. Les traductions étaient très littéraires à l'époque, et ça m'a permis de m'interroger en fait sur le lien entre ce fils et cette mère, en tissant aussi le parallèle avec Dick May, puisqu'elle aussi est très proche de ses parents. Elle vit d'ailleurs sous le même toit que sa mère qui décède très âgée et qui la laisse inconsolable. Donc ce livre, c'est aussi une réflexion sur la famille, les familles, la maternité, les fratries, voilà, comment on se positionne dans une fratrie, et la question de l'héritage aussi, de ce qu'on laisse quand on part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sarah Almadari, je recommande vivement la lecture de ce livre qui est plein d'érudition et qui est en même temps un geste tout à fait original, une lecture pleine de vie. Deux célèbres inconnus, le mystère Jeanne Veil. Au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition d'On s'autorise à penser. Vous êtes déjà plus de 65 300 à avoir signé notre pétition pour une répartition plus équitable et démocratique des fréquences TNT. Continuez à la signer, partagez-la. Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr.
Le média élargit sa diffusion et débarque, d'autre part, sur la plateforme Molotov. N'oubliez pas que c'est vous qui permettez à une information libre et indépendante des forces politiques et de l'argent d'exister en soutenant notre antenne. Chaque don, chaque abonnement compte. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt sur les antennes du média.